C'est dans le pays blésois que j'ai fait notre première rencontre d'expérience de vie. J'y ai rencontré Léa, une jeune femme pétillante et remplie d'amour, passionnée par la vie et la nature, au milieu de ses petites créations tout droit venues d'un univers fantastique non loin du nôtre. Léa renferme bon nombre de talents et secrets, mais aujourd'hui, elle a décidé de nous en partager un en particulier, celui de la fibromyalgie. Elle nous partagera sa vie au travers de cette expérience, mais aussi comment celle-ci a pu l'aider à se construire et même l'aider à oser se lancer dans le métier qu'elle désirait depuis toujours. Et si vous étiez le héros d'une vie déjà faite pour vous? Inspire your life. Inspire your life. Bonjour Léa. Bonjour, ravie d'être ici. Quels sont tes sentiments tout de suite? Un petit peu émue, un petit peu de pression, l'envie de bien transmettre mon message et en même temps beaucoup de plaisir, juste d'être au soleil, En plus, ensemble. La météo avec nous, c'est vrai que Exactement, oui, on est très gâtés on a aujourd'hui. vraiment de la chance. Ouais, tout à fait. Donc toi, en gros, si je devais te poser la question, qui es-tu? Comment tu définirais ta vie, ton expérience pour un peu comprendre ton univers finalement? Alors la question qui es-tu, c'est quand même une question assez délicate dans le sens où j'ai vraiment la sensation que chaque expérience fait de moi quelqu'un de nouveau. Donc je ne peux pas donner une définition pleine et entière et définitive de qui je suis. Mais par contre, si je me fie vraiment à mon sentiment d'aujourd'hui, j'ai la sensation d'être une rescapée. Un petit peu, voilà, c'est un mot peut-être un petit peu trop fort, quoique. Chacun a ses ressentis personnels. J'ai vraiment l'impression que ma vie a vécu une césure, a construit une césure, l'avant et l'après. L'avant qui était quand même relativement sombre et j'étais pas spécialement aussi sereine qu'aujourd'hui. Je suis passée par des phases très très compliquées, émotionnellement, physiquement, dans mes choix de vie, dans ma vision du futur. Donc qui je suis? Je suis une nouvelle personne. Et ce point de transition, là, parce que tu parles justement de césure, tu saurais définir à quel moment il est arrivé? Il est arrivé au moment où mon corps m'a dit stop. Il y a eu une période où je subissais mon corps. Je ne l'écoutais pas depuis des années. Je crois depuis petite, je ne l'écoutais pas. Donc à un moment donné, il a voulu vraiment se faire entendre. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. On n'écoute pas, et à un moment donné, notre corps nous dit stop. C'est ce qui s'est passé par une période de malaise vago, de plein de choses qui ont fait que pendant 2-3 semaines, j'étais presque immobilisée parce qu'à tout moment, je m'évanouissais. Et je pense que là, c'était le gros ras-le-bol. Et avec un minimum de recul, quoique je l'ai compris quand même assez rapidement, je n'écoutais pas qui j'étais réellement, ce que je voulais dans la vie. Je me forçais à être celle que l'on attendait, que les autres attendaient, à essayer de me conformer au niveau caractère, au niveau de ma personne, à ce que les autres voulaient de moi ou préféraient de moi. Et ça passait par ma vie personnelle, émotionnelle, ma vie professionnelle, mes études, parce que j'étais en période d'études. Donc voilà, c'est vraiment ça qui a créé cette césure, cette prise de conscience que mon corps n'en pouvait plus, que mon esprit n'en pouvait plus, et que si je ne faisais pas un choix rapide de m'écouter et d'être qui j'étais réellement, donc qui es-tu? Voilà, la complexité revient encore une fois, mais voilà, si je ne m'écoutais pas, là c'était terminé et je passais à la phase malade et handicapante au maximum, quoi. C'est la pression un peu de la société finalement. Oui, et puis de la famille, des amis, de l'entourage
j'ai envie de dire professionnelle, mais d'études plutôt, parce que j'étais étudiante. Oui, toute cette pression-là a fait que j'ai pété un plomb, Des clairement. choses qui arrivent. Voilà, je crois que c'est arrivé. Ouvertement. Tout à fait. Je crois que c'est arrivé à pas mal de personnes. Donc c'est pour ça que je le dis aussi très ouvertement. Je pense que c'est nécessaire de faire comprendre... Oh, Adrien, j'ai de la visite. Ouais, c'est les inconvénients, les avantages de la nature. Mais je me fais des amis. Bon, par contre, j'aimerais que mes amis ne me piquent pas, mais... Donc oui, voilà, qui suis-je? Eh bien, je suis une nouvelle personne qui se construit au jour le jour, sans savoir réellement qui je suis, parce que je me découvre encore, en fait, au quotidien, mais d'une façon différente. C'est-à-dire qu'avant, j'axais surtout sur mes défauts, ou du moins ce que les autres pensaient être des défauts, que maintenant je trouve être des qualités, parce qu'elles sont ce que je suis. Mais oui, je vois ça d'un nouvel œil parce que je me découvre en me disant « Waouh, super, je suis comme ça en fait !» Même mes côtés de caractère un petit peu, parfois un petit peu brutaux, je sais pas si on le dit comme ça, même ces côtés-là, je me dis « Waouh, génial quoi, c'est ça mon caractère, c'est ça que je suis !» Bien sûr, toujours en tentant de rester dans le respect de ce qui m'entoure, mais je crois qu'en fait, de base, j'ai cette notion de respect qui est très intense et cette notion que je n'avais pas envers moi-même finalement. Et je crois que ça a été ça le point de transition, c'était me respecter autant que je respectais les autres. Donc finalement, quand la réponse à qui es-tu, c'est que tu es toi. Je suis moi, Ouais. chaque jour, un petit peu plus ou autant en fait, parce que je crois que je suis toujours moi, mais j'en ai pas toujours conscience. Ouais, la réponse c'est je suis ce que je suis, et je crois qu'il n'y a pas de définition à donner sur quelqu'un. C'est vrai, effectivement. Il n'y a pas de définition. Ce serait trop cloisonnant C'est tout plein d'expériences qui te construisent finalement. et qui continue de me construire, Voilà. c'est ça. Et justement, on est là pour parler d'une en particulier, Oui, qui est donc la fibromyalgie, tout à fait. qui est maintenant qui touche pas mal de monde finalement. Oui, il me semble qu'il y a 20% de la population française qui est touchée par la fibromyalgie. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le savent même pas en fait. Ouais, c'est bien ça le gros problème. D'accord. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout la fibromyalgie, ce que ça peut provoquer et si toutefois tu sais exactement ce qui se passe à ce moment-là? Alors en fait, la fibromyalgie, je ne saurais pas réellement donner les causes principales, ce qui se passe réellement à l'intérieur du corps, parce que c'est même plus ou moins inconnu pour la plupart des médecins. C'est une maladie inconnue, maladie qui n'est même pas encore qualifiée de maladie, mais plutôt de syndrome. Alors bon, certains vont me contredire. Voilà, moi je considère que c'est une maladie parce qu'elle est invalidante au quotidien, elle a des symptômes tellement diversifiés qu'elle est difficile à diagnostiquer et c'est même parfois le dernier recours de diagnostic. On passe par plein de diagnostics, plein de recherches différentes, la maladie de Lyme, la sclérose en plaques, la spondylarthrite ankylosante. On fait toutes ces recherches parce que c'est finalement des symptômes qui sont très rapprochés, qui se ressemblent beaucoup. Et en général, on pose le diagnostic de fibromyalgie quand on est incapable de fournir un diagnostic autre que celui-ci. Ce qui ne veut pas dire qu'elle, bien sûr, elle n'existe pas, parce que ça, c'est le grand débat du milieu médical et finalement de la société globalement. Parce que c'est une maladie qui ne se voit pas, non seulement dans toutes les analyses médicales, mais qui ne se voit pas non plus là. Je ne pense pas que ça se voit. Ça se voit pas tellement. Et je pense aussi que malgré tout, les personnes qui sont atteintes de fibromyalgie, comme de beaucoup d'autres maladies, ont cette faculté à surpasser leurs limites. Et c'est ce qui peut être traître à certains moments, c'est que finalement, on fait toujours en sorte que ça ne se voit pas, d'être le mieux possible. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes, d'incompréhension au niveau de l'entourage et de la société. Mais au niveau des symptômes, concrètement, ça peut provoquer Tout plein de choses. c'est incroyable et on en découvre soi-même au quotidien. Des migraines, beaucoup de migraines, des désordres intestinaux comme le syndrome du côlon irritable. Donc là, ça va être des douleurs, ça va être des désordres intestinaux tels qu'on les connaît tous, je pense, mais beaucoup plus souvent que le commun des mortels.
Ça va provoquer des douleurs diffuses dans tous les membres, dans tout le corps. Moi, par exemple, c'est surtout localisé au niveau des poignets. Au niveau des jambes aussi, des fois ça va être des douleurs par exemple qui vont nous réveiller la nuit, des douleurs encore une fois diffuses qui ne sont pas vraiment explicables, l'impression des fois qu'on nous plante des aiguilles partout dans le corps. C'est plutôt plus proche des douleurs neuropathiques finalement. Oui, voilà, tout à fait, tout à fait. Et je pense que de toute façon ça prend sa base au niveau des nerfs du cerveau. Le cerveau en fait envoie beaucoup trop d'informations de douleur. Il a une sursensibilité, une hypersensibilité à la douleur. Et donc, par exemple, le moindre choc comme ça, donc moi ça va, là je suis en période où tout va bien et je fais partie des personnes les moins sensibles, mais parfois même ce genre de petit choc peut provoquer une douleur telle que quelqu'un qui vous frapperait relativement fort. Et c'est aussi un petit peu le point compliqué, c'est que souvent quand on chamaille, quand on est jeune, peu importe, on a tendance à attraper la personne par les épaules, à lui donner une tape sur le bras. Et ben pour moi, c'est vraiment douloureux. Des choses qui, pour le commun des mortels, serait... paraît très amical. Pour moi, je comprends le sens amical, mais par contre, c'est vrai que forcément, ça déclenche une douleur. Voilà, sinon des difficultés avec la lumière, des fois les yeux beaucoup plus sensibles. C'est vraiment très vaste. Très 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 vaste. Oui, beaucoup de symptômes, mais même des douleurs au niveau de la mâchoire, du cou, des tensions au niveau du dos. J'en oublie un. Et donc ça arrive comme ça, par hasard, ou c'est vraiment lié à, on va dire, un état d'être ou Ça dépend. Ça dépend. Alors il y a ce qu'on appelle les crises. Les périodes de crise vont se déclencher sans forcément nous prévenir. Des fois, ça peut être très brutal. À un moment donné, on se lève le matin, on est exténué, on n'est pas très bien, on se sent fiévreux. Parce qu'il y a aussi cet état, moi, qui me caractérise même en dehors des crises, cette sensation d'être... tu sais, quand on a de la fièvre et que le corps nous fait mal, presque mal, mais c'est une douleur qui est localisée sur la peau, eh bien ça me le fait quasiment tout le temps. Et donc voilà, on se lève le matin, on n'est pas bien, on a un peu mal de tête, on est fiévreux, et puis on essaie de bouger, ouh là là, je suis rouillée, donc on met une heure et demie à se dire, bon, qu'est-ce que je vais faire de tout ça aujourd'hui? Voilà, ces crises-là, elles peuvent durer des jours, elles peuvent durer des semaines, des mois, des années. Et puis elles se terminent entre guillemets comme elles sont venues. Sinon, parfois, en dehors des crises, effectivement, il peut y avoir des petits symptômes. J'ai pas la sensation qu'il y ait réellement de déclencheur, mais malgré tout, on peut remarquer qu'il y a une certaine corrélation avec les émotions fortes. c'est normal. Voilà, je pense que ça le fait pour beaucoup de maladies. Globalement, les émotions fortes. Certainement plus au côté tristesse, colère, etc. Toutes ces émotions-là vont être déclencheuses de douleur, de mal-être, au-delà de l'émotionnel, quoi. J'imagine. Voilà. Et tu évoquais t'insistais pas mal sur justement tout ce qui était société, la pression que la société peut amener. Ouais. Comment tu l'as vécu ça, cette pression avec la société? Comment c'est venu à toi finalement? Comment tu as perçu ces choses-là? C'est venu assez brutalement, Ouais. très brutalement. D'ailleurs, ma voix se transforme rien qu'au fait de l'évoquer parce que finalement, ça a été une période très difficile. En fait, je pense que la fibromyalgie, je l'ai depuis que je suis gamine, toute petite, parce que j'ai toujours eu un mal-être physique très prononcé, mais ça s'est vraiment accentué avec le temps et avec l'âge. Et c'est à mes 19 ans, entre mes 18 et 19 ans, que ça a été le pire. J'ai vécu 1 an couchée avec des douleurs au ventre atroces, à en pleurer de douleur, parfois tellement fort que j'étais à 2 doigts de m'évanouir.
Et j'ai malgré tout trouvé la force de recommencer mes études parce que c'était une période... Exactement. En fait, on est carrément plus fort que ce qu'on croit dans ces moments-là. C'est des moments de détresse qui nous font croire qu'on est faible et qu'on n'arrivera jamais à rien. Et en fait, si, on est capable de tellement de choses. Et donc, ouais, cette période-là d'un an a été hyper difficile et je me suis quand même dit, non, c'est bon. J'ai la force nécessaire pour reprendre mes études. J'étais en période de transition. Je reprends mes études, je réfléchis à ce que j'ai envie de faire dans la vie et je fonce. Et donc, j'ai commencé un BTS en viticulture qui m'a passionnée. Tu as plongé dans la société. J'ai plongé en plein dans la société, en plein dans les études conventionnelles. Voilà, je voulais vraiment avoir un bagage d'études parce que c'était important, sinon je n'aurais pas de métier. Et en fait, c'est là que la brutalité est intervenue. En même temps que le BTS, j'ai commencé à faire des recherches médicales. Et c'est là que le diagnostic a été posé. Et c'est aussi là que j'ai commencé à faire ma crise vraiment très prononcée qui a fait que j'étais immobilisée pendant un paquet de temps, donc forcément relativement absente en cours. Et c'est là que la société a fait briller de toute sa splendeur le jugement, le déni, tout. Voilà. En fait, j'ai eu affaire à une classe, une promotion, je ne sais pas comment l'appeler, qui a tout à fait rejeté ma condition, tout à fait rejeté mes absences, qui n'a pas essayé de chercher à comprendre pourquoi j'étais pas là, pourquoi je n'étais pas spécialement très souriante, pourquoi j'avais souvent l'air triste, pourquoi j'étais assez isolée. Ils n'ont pas accepté surtout mes absences et je pense que eux-mêmes n'étaient pas forcément très heureux dans cette filière et dans ces études conventionnelles qui nous imposent quand même un certain rythme. Et le fait que je sois exempte de ce rythme, ça a provoqué certaines jalousies, je pense, et au-delà d'essayer de comprendre le pourquoi. Et donc là a commencé du harcèlement. Donc c'est là qu'on se rend compte vraiment de la violence des choses. C'est que j'ai subi du harcèlement durant 1 an et demi. Sur 2 ans de BTS, ça fait beaucoup. En plus de ça, gérer l'annonce aussi de la fibromyalgie qui s'est faite pas rapidement, donc qui a nécessité beaucoup de démarches, beaucoup de déplacements. J'ai un suivi sur Poitiers, donc forcément, c'est beaucoup de démarches. Et cette fatigue-là a fait que j'ai encore moins bien vécu le regard des autres autour de moi. Et donc, pour donner quelques exemples, c'était des personnes qui m'imposaient de me taire quand j'essayais de parler en classe, de répondre à des questions, qui m'imposaient de me taire ou qui faisaient exprès de parler en même temps que moi pour qu'on ne m'entende pas. Finalement, pour eux, plus partie de cette vie. Tout à fait. On va dire. J'étais le parasite. Je pense que j'étais réellement un parasite. Il me suivait en voiture, me collait à ma voiture quand je rentrais chez moi le midi. Voilà, c'était... Et à tel point qu'à un moment donné, je discutais avec 2 amies et ça a été hyper violent pour moi parce que elle venait de se lier d'amitié avec une des personnes qui faisait partie du groupe. Et à un moment donné, dans la conversation, elle me dit oui, cette personne-là, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais cette nouvelle amie faisait partie de ceux qui détestaient Léa ou des détesteurs de Léa, quelque chose comme ça, je sais plus. C'était hyper violent. C'est vraiment venu direct, l'info, elle n'a pas été cachée, quoi. Ah non. Non, elle n'a pas été cachée et c'était d'autant plus violent que j'essayais pas de m'intégrer, j'essayais juste de vivre ma vie telle qu'elle était et bon, c'est vrai que j'ai du mal avec les injustices et j'étais pas la seule à subir ce genre de choses dans la classe. Donc forcément, dès que je voyais qu'il y avait un harcèlement envers quelqu'un d'autre, j'intervenais. Et ça, en général, ils aiment pas trop. Donc là, la société a commencé globalement. Je dis la société, mais finalement, c'est quand même représentatif parce que je pense que la maladie n'est que très peu acceptée dans notre société. Et c'est là que j'ai le plus senti ce poids sur la personne qui est malade et qui essaie de s'en sortir et qui, malgré tout, est obligée de s'accommoder tout ça seule. Et là, il y a une solitude qui s'installe qui est très pesante, quoi. Très pesante. Et justement, dans cette solitude, après, tu avais quand même à côté ta famille. Est-ce que, niveau famille, ça se passait un peu mieux? Ou est-ce que l'incompréhension était toujours là? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce que tu peux nous partager tout ça?
Alors c'est relativement flou et je pense que de toute façon, dans ce genre de situation, la famille fait comme elle peut. En tant que personne qui ne vit pas déjà dans la tête et dans le corps de l'autre, on essaie de s'accommoder des informations qui viennent à nous comme on peut. Donc forcément, c'est vécu brutalement sur le coup et avec du recul, on voit les choses différemment. Tout à fait. Je vivais chez mes parents à ce moment-là, du moins dans la première partie de mon BTS. La cohabitation était difficile parce que malgré tout, moi j'étais adulte. Enfin, je débutais ma vie d'adulte et j'avais besoin de mon indépendance autant que d'être accompagnée. Et c'est là où... Il y a un conflit. le conflit de la post-adolescence. Ouais, j'attendais de ma famille qu'elle m'accompagne et en même temps, dans ma vie, j'avais besoin de mon indépendance, de prendre l'air, de respirer. J'ai toujours eu des liens relativement conflictuels avec mon père. Malgré beaucoup d'amour, cohabiter sous le même toit pendant des années, ça a été difficile. Et je pense que c'est justement tout cet amour qui a fait qu'il y avait aussi tout ce conflit. Je pense qu'on aime autant qu'on déteste. Et On n'a pas l'un sans l'autre. ouais, voilà, exactement. C'est les deux faces d'une même pièce. Donc oui, la cohabitation a été difficile et ce qui fait que lorsqu'on est en conflit, il y a forcément de l'incompréhension. Et les tout départ où je recherchais justement le pourquoi de tous ces symptômes, il n'était pas prêt à l'entendre. Je me souviens de cette fois où je revenais d'un rendez-vous avec une guérisseuse et qui m'avait dit pour moi c'est la fibromyalgie. J'avais pas encore le diagnostic du corps médical. Et en fait, elle me dit ça. Donc je rentre à la maison et je lui dis, j'étais avec ma mère. Donc ma mère, forcément, était dans tous ces états parce qu'elle, vraiment, elle est très sensible et très liée à tout ça, très liée à nous, très liée à tout ce qu'on peut vivre. Et donc, elle était vraiment impliquée. Et en fait, quand je l'ai dit à mon père, il ne me regardait pas dans les yeux. Et en fait, quand je suis arrivée pour lui dire, j'étais dos à la télé, lui était devant moi, donc face à la télé, et il s'est penché pour continuer de regarder la télé. Et là, d'une nouvelle fois, ça a été quand même d'une grande violence. Et en même temps, avec du recul, je me rends compte de ce qui a pu traverser son esprit. C'est quand même violent d'apprendre que son enfant est malade. C'est quand même violent de mettre un mot et une réalité sur la souffrance qu'il peut vivre et de ne pas pouvoir agir dessus. Et je pense que c'est ça. Ce geste-là, c'est ce qui... Une sorte de peur, finalement. Oui, de déni. De déni pour se protéger. En fait, pour faire en sorte que la réalité soit moins dure. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, je relate ces faits bien loin de tout désir de juger. Ouais. J'ai ce recul aujourd'hui de me dire que mes parents ont agi comme ils le pouvaient avec les bagages émotionnels et de vie qu'ils avaient en leur possession. Et que de toute façon, la seule à pouvoir me sauver, c'est moi-même. Donc peu importe la réaction des personnes autour de moi, même si ça a été difficile sur le coup, le tout c'était que moi je me croyais, j'étais sûre de ce que je vivais, de ce que je ressentais, j'étais sûre de ne pas être folle, que ce n'était pas des douleurs imaginaires. Et que de toute façon, cette première révélation d'une guérisseuse, qui n'est quand même à la base pour la société pas une parole conventionnelle et une parole à garder en tête, c'était malgré tout le premier pas pour une recherche médicale conventionnelle cette fois-ci. Finalement, c'est le premier pas où tu t'es vraiment prise en main. Et, Ouais. voilà, et tu t'es rendu compte que je suis moi. Ouais, c'est ça. Et je vais aller de l'avant. Je suis moi et peu importe ce que mes proches peuvent vivre à travers ça, je suis apte en fait à vivre toutes ces étapes avec la force que j'ai en moi. À savoir malgré tout que j'ai donc mon compagnon depuis bientôt 4 ans. Et donc lui, il a vécu toutes ces démarches parce qu'en fait, il est arrivé dans ma vie et c'est là que je vois que la vie nous offre quand même de beaux cadeaux. Il est arrivé en fait l'année où ma santé s'est empirée et où tout est parti en vrille. Et loin d'avoir la tentation de s'échapper, il a été là à chaque instant et ça a été quand même... Ça, c'est important. Oui, oui, là je peux que dire oui, ça a été...
il a été ma bouée de sauvetage, il a été celui qui m'a gardé la tête hors de l'eau et qui m'a fait vivre une vie normale malgré tout. Et on a de la visite. Normale dans le sens confortable, parce que pour moi il n'y a pas de normes, mais voilà, une vie confortable. Et donc lui, de toute façon, a toujours cru en moi, toujours. Il n'a jamais douté, et ça je trouve que c'est encore une fois un cadeau d'une immensité incroyable. Et je pense que c'est lui aussi qui m'a poussée à faire en sorte que cette force s'exprime. Aller de l'avant. Aller de l'avant. Et finalement, ne pas faire attention à ce qui pouvait se dire autour de moi. Et c'est là que, malgré tout, même si on a, nous, notre importance pour nous-mêmes et notre force personnelle, d'avoir des piliers émotionnels, des liens sociaux, ça a son importance tout de même. Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, on se rend compte que derrière une maladie se cachent plein de petites choses qu'on pourrait finalement appeler des maladies. Le mal a dit. Voilà, exactement, qui sont finalement le regard de soi par les autres. Oui. C'est comme une sorte de maladie. Je suis sûr que beaucoup de gens sont impactés par ça dans n'importe quel domaine, n'importe quel Oui, élément, effectivement. soit une expérience de vie ou autre. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est souvent contaminant. C'est contaminant. Oui, et puis je pense que malgré tout, la maladie, donc le mal dit, le mal exprime ce qu'on ne parvient pas à mettre en lumière et ce qui dort au fond de nous et ce qui finalement pourrit au fond de nous. Oui, je pense que ça permet juste de se purifier. Pour moi, la maladie, c'est un moyen de se purifier. Donc ça fait qu'on passe par une période qui est compliquée. Forcément, hein, quand on nettoie quelque chose, eh ben, il faut le temps que la crasse. Les transitions sont jamais faciles. Voilà, on ne peut pas passer d'un objet sale à un objet propre sans la transition entre deux. Et je pense que la maladie, c'est ça en fait. C'est de se nettoyer. Ça prend plus ou moins de temps. Et parfois, finalement, eh bien, on ne parvient pas à se... Enfin, comment dire? J'ai pas envie de dire que la maladie gagne, mais j'ai envie de dire que il y a certaines expériences qu'on doit vivre dans notre vie. Et peut-être que parfois, mourir d'une maladie, eh bien, fait partie de cette expérience à vivre. Et aussi douloureuse soit-elle pour la personne ou pour l'entourage, elle a toujours cette part positive et ça peut paraître très brutal et cruel à dire. Mais ça fait malgré tout partie de l'expérience qu'on a à vivre. Et voilà. C'est une belle parole, c'est vrai. Donc là, finalement, on se rend compte que c'est une transition qui t'a amené finalement à quelque chose à te découvrir, Oui. de quelque chose qu'on pourrait considérer, je dis bien entre guillemets, de positif. Parce que, le positif ou négatif, c'est selon la personne, c'est pas vraiment une généralité. Non, c'est sûr. Donc finalement, aujourd'hui, ça t'a vraiment poussé à grandir. Donc, Oui. ces choses-là, si j'écoute vraiment ce que tu dis. Oui. Et justement, si tu pouvais nous en dire plus sur ce que ça t'a amené, sur ce point de départ finalement qu'il y a eu chez toi, ce déclenchement, comment il est survenu après, quelles en ont été les démarches et comment tu le vois maintenant finalement. Alors, au départ, la maladie, quand elle a commencé à s'exprimer, ça a été douloureux parce qu'en fait, je ne savais pas que c'était une maladie. Ça a commencé surtout au collège, lycée. Et donc là, forcément, ça nous transforme. Moi, je suis passée de la petite fille joyeuse, rieuse, toujours pleine de bonheur et d'entrain, à la jeune fille triste, déprimée, toujours dans un mal-être intense, tellement intense. J'ai parfois eu ces pensées de me dire si je mourais là, maintenant, ça me ferait du bien. Et ça, encore une fois, c'est très brutal. J'ai jamais eu cette volonté de mettre fin à mes jours parce que j'estimais que je souffrais déjà bien assez pour pas me provoquer cette souffrance en plus. Et parce que de toute façon, pour moi, la vie a quelque chose de magique. Et je pense que j'en avais juste pas encore conscience à ce moment-là. Et je me remercie d'avoir eu la force de vivre et de subir, parce que je les subissais, de subir toutes ces années
pour finalement effectivement passer à cette transition où je me suis rendu compte que la maladie m'avait permis de vivre mon rêve. Et encore une fois, c'est très fort. Toutes ces années où j'ai voulu me conformer à ce que l'on attendait de moi, où j'ai voulu faire des études conventionnelles pour avoir un bagage, pour vivre plus tard aisément, grâce à un salaire qui allait m'être donné par un métier que j'aurais acquis grâce à ces études. Toutes ces années, j'ai voulu ça, et finalement, au point de césure, je me suis rendu compte que mon corps ne me permettait plus de vivre de façon conventionnelle, parce que j'ai besoin d'avoir mon propre rythme. Mon corps a besoin de son propre rythme. Il a besoin de douceur, de beaucoup de douceur. J'en avais pas forcément conscience. J'en avais pas forcément conscience avant. Et effectivement, il a besoin de beaucoup de douceur et donc forcément que je lui donne beaucoup d'amour. Ouais. Et lorsqu'on est triste et dans la douleur et dans la colère aussi, de vivre dans la douleur, on s'en veut à soi-même, on en veut au monde entier, on en veut à peu près à tout ce qui existe. Et forcément, on ne se donne pas tant d'amour que ça. Et oui, cette césure, ça a fait que j'ai commencé à me donner de l'amour, j'ai commencé à me donner de la douceur, j'ai commencé à accepter que de passer mes journées différemment de celles des autres, me lever peut-être plus tard, me coucher peut-être plus tard, avoir un rythme dans la journée qui me correspond mais qui ne correspond pas à ce que les autres estiment être correct, convenable. C'était juste ce qu'il me fallait. C'est ce qui me reflétait, mais ça n'a pas été si simple parce que j'ai mis au moins 1 an, voire 2 ans à assumer qu'en fait, ce que je vivais chez moi, ça m'appartenait et que j'avais pas besoin non plus de me conformer à ce qu'on attendait de moi à l'intérieur de ma propre maison. Ouais, Parce que même chez moi, je me disais « Oh quand même, là tu t'es levé à telle heure, c'est pas convenable, demain faudrait que tu te lèves plus tôt. » même sans personne qui était Sans dans un personne moule, de toute autour de façon. moi, j'étais tellement... Ça me fait rire aujourd'hui parce que je trouve ça En fait, je trouve ça pas ridicule parce que ce serait un jugement. Je trouve ça tellement... Ah, je trouve pas de terme, mais finalement, ça n'a juste pas lieu d'être. C'est aberrant. Ouais, voilà, aberrant, exactement, c'est le terme que je cherchais. C'est aberrant parce qu'on est chez soi, parce que je venais de terminer mes études, je ne savais pas encore ce que j'allais faire de ma vie, je n'avais pas encore choisi de faire le métier que je fais aujourd'hui, et on en parlera, je pense, après. Je n'avais pas encore choisi ce que j'allais faire dans ma vie, je n'avais pas encore assumé que je pouvais faire un métier non conventionnel. Et donc, pendant des jours et des jours, je m'en voulais, et je me rendais triste de m'en vouloir. Jusqu'à ce que je comprenne que finalement, eh bien, que je me lève à 6h, 7h, 8h, 9h, parfois même 10h, les jours où je me sentais les plus mal, eh ben, ça m'appartenait, ça appartenait à personne d'autre. Et si ça pouvait me permettre juste d'être absolument productive dans ma journée selon ce que j'avais comme convention de la productivité, En ton sens. voilà, en mon sens, bah, c'était le principal. Le tout, c'est que j'ai la sensation d'avoir profité de ma journée. Et je me suis rendu compte très très vite, la période où j'essayais de me conformer justement à ces règles de vie, lève-toi à telle heure, mange à telle heure. Je me suis rendu compte que lorsque je me levais tôt, j'étais malade dès le matin. J'avais des nausées, j'avais très mal au ventre et j'étais exténuée. Et finalement, je passais ma journée à rien pouvoir faire et parfois même à dormir. Alors que si je me levais 2, même 3 heures plus tard, parce que j'ai besoin d'énormément de sommeil, et aujourd'hui je l'assume, mais ça n'a pas été facile pendant beaucoup de temps, mais si je me lève 2 ou 3 heures plus tard, je me lève en forme, du moins globalement à peu près toujours en forme, et je fais des choses de ma journée. Je ne suis pas fatiguée, j'ai pas de coup de barre dans l'après-midi, et je peux vaquer à mes occupations sans me dire mais là je suis exténuée, c'est juste une souffrance d'être éveillée, quoi. Parce que ça en vient à ce point-là, et je pense que les personnes qui le vivent vont comprendre à quel point mes mots ont du sens. C'est que la fatigue devient telle quand on est fibromyalgique ou une maladie qui ressemble, ou peu importe la maladie, la fatigue est telle qu'elle en devient une souffrance. Ouais.
ça devient vraiment, vraiment une souffrance. On va dire que si le contexte extérieur ne s'y colle pas, ça devient compliqué. Si on ne respecte Il faut pas vivre son à rythme, c'est ça, Ouais, ok. tout à fait. Et on en arrive finalement à se rendre compte que ce négatif, on se l'est peut-être construit nous-mêmes Oui, et que la vie nous rend en évidence que le positif, c'est finalement de vivre comme on doit vivre. oui, parce que finalement, on en vient à un moment, et je pense que c'est ce qui a été difficile dans cette transition, c'est qu'on en vient à un moment où on n'a plus conscience de ce formatage dans lequel on vit chaque jour. Et donc, on en vient soi-même à juger les autres à travers leurs faits, leurs agissements, parce que ça ne correspond pas au formatage dont on n'a plus conscience. Et c'est très pervers. Et c'est seulement quand on lâche prise, qu'on prend un petit peu de recul, qu'on se rend compte qu'en fait, tous ces jugements qu'on a pu émettre sur n'importe qui, c'était des jugements en fait qui mettaient juste en lumière ce qui ne nous correspondait pas à nous. Et ce qui fait que tout ce qu'on n'accepte pas de nous-mêmes et qu'on n'accepte pas de montrer parce que c'est pas convenable, et que l'autre en face ose montrer, mettre en lumière et qui nous titille en fait. Voilà, juste pour que ça ressorte à un moment. Tout à fait. Toi, tu veux pas que ça ressorte. Exactement. En gros, c'est ça. On veut pas que ça ressorte. Voilà, exactement. On est son propre ennemi, oui. Tout à fait. Tout à fait. C'est fou ça. Oui. Et donc tu nous racontais justement que tu nous as évoqué tout à l'heure qu'on en parlerait après. Oui. Tout ce que ça a pu t'amener, notamment le métier, Ouais. ces choses-là. Est-ce que tu pourrais nous en dire 2 mots Même savoir- 3 Même 3, peut-être même plus. Peut-être même plus. Mais voilà, en gros, essayer de connaître tout cet aspect-là de ta vie, parce que ça t'a amené quand même quelque chose comme un cadeau, on dirait. Oui. Oui, et à la fois, il y a encore des parts de mon passé que j'ai du mal à intégrer comme étant des choses positives. Il y a des choses que j'ai encore du mal à intégrer, à assumer, qui sont encore douloureuses pour moi. Je pense qu'on ne peut pas passer d'un état triste et déprimé à 100% à heureux à 100%. Le 100% n'existe pas. Oui, alors j'ai fait un choix qui a été, comment dire, qui a été capital et qui continue de l'être et qui le sera, je pense, pour tout le reste de ma vie. Peu importe si je continue d'aller dans cette voie-là ou pas. En fait, depuis que je suis petite, j'ai des perceptions extrasensorielles qu'on appelle couramment médiumnité. Et donc ça s'est à peu près éveillé à mes 7 ans. Donc j'ai fait un petit peu le chemin inverse. On dit en général que les enfants, de leur naissance à leurs 7 ans, ont des perceptions extrasensorielles et ensuite ça s'éteint. Ben moi, ça a été l'inverse. C'est réveillé à 7 ans. T'avais rien avant, rien du tout. Eh bien, j'en ai pas le souvenir. J'ai pas la sensation d'avoir eu quoi que ce soit. Et je pense que ça aussi a un petit rapport avec les premiers souvenirs de ma vie. Mais je pense que ça a vraiment pris son sens à mes 7 ans. Et bizarrement, c'est à mes 8 ans que j'ai commencé à avoir des douleurs dorsales. Je me suis retrouvée bloquée du dos. J'ai commencé à avoir toutes mes articulations qui s'abîmaient. Et donc à 8 ans, 9 ans, j'avais des articulations d'une personne de 60 ans. donc voilà, tout de suite ça a posé question et je pense que donc la base de la fibromyalgie qui est généralement quand même des chocs émotionnels ou des opérations, peu importe, mais moi je pense que ça a été plutôt des chocs émotionnels, a pris aussi sa source dans cette découverte de ma médiumnité qui a commencé en étant très très effrayante. J'ai eu des visites d'entités très 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 effrayantes. Et ça, je pense que ça a enclenché peut-être un processus de mal corporel. Et donc forcément, ça m'a suivi toute ma vie. Il y a eu une période où j'ai rejeté un petit peu ces perceptions en tant qu'adolescente au lycée parce que ça devenait très très compliqué à vivre. Voilà, c'est-à-dire allier perceptions extrasensorielles qui ne sont pas forcément très connues du grand public et vivre sa vie d'adolescent qui se découvre, c'est tout un bazar. En plus, les hormones, tout ça, bon, voilà, tout le monde connaît. Un beau méli-mélo. Voilà, un bon mélange bien détonnant. Ce qui a fait que finalement, j'ai caché aussi cette part de moi-même arrivée au lycée. Donc j'ai commencé ma vie d'adulte en cachant ce qui avait été la plus grande part de mon enfance et de mon adolescence. Et donc, de la même façon,
lorsque j'ai commencé mon BTS, que j'ai découvert ma fibromyalgie, que j'ai que j'ai confirmé que les études conventionnelles n'étaient pas faites pour moi, je me suis relancée, je me suis de nouveau acceptée à travers ces perceptions. Et je me suis dit que pourquoi pas essayer d'en faire quelque chose, déjà pour mon bien-être personnel, transformer cette souffrance d'avant en plaisir de maintenant. Et en fait, ça a été beaucoup plus loin que ça, parce que je me suis retrouvée à la fin de mon BTS à stopper mes études. Ouais. C'est fini, j'en veux plus, ça a été trop de souffrance, j'en veux plus, mais sauf que je n'avais pas de roue de secours. J'avais aucune roue de secours et je me suis retrouvée toute seule dans mon appartement, H24, à voir personne de la semaine, à souffrir et à me dire bon, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui me plaît le plus? Et en fait, je crois qu'une nouvelle fois, ce formatage que j'ai toujours connu m'a fait croire, je me suis fait croire, que de vivre de ma médiumnité et de mes perceptions extrasensorielles, de ce fluide qui est le magnétisme que j'ai découvert en moi, de vivre de ça, je pensais que c'était pas possible, que c'était pas convenable, que c'était pas non plus toléré pour une personne de mon âge, parce que les stéréotypes veulent qu'un magnétiseur, j'aime pas dire guérisseur finalement, je préfère soignant, mais en énergétique, on les voit plutôt quinquagénaires, des hommes, des hommes quinquagénaires. On n'imagine pas qu'une... La personne avec la grande barbe. Bah, j'ai essayé la grande barbe, mais ça n'a pas marché. J'ai attendu, hein, ça n'a pas poussé. Non, oui, voilà, je me disais que à 19-20 ans, être magnétiseuse, thérapeute énergétique, c'était bizarre. Et puis en fait, quand je me suis posée, je me suis dit que j'adorais être bizarre. J'adore ce qui est bizarre, j'adore ce qui sort de l'ordinaire. J'adore voir le monde sous un nouvel œil. Et en fait, j'ai choisi, très spontanément, mais avec beaucoup d'étapes pour me lancer réellement, de devenir thérapeute énergétique et magnétiseuse et de faire bénéficier aux autres aussi, qui vivent aussi dans la souffrance. Et je pense qu'il y a autant de souffrants que d'humains. Voilà. N'importe quel aspect de la vie. Exactement. Donc je pense que voilà, je me suis vraiment dit à ce moment-là que je pouvais à la fois m'aider en m'octroyant ce bonheur et cette joie au quotidien, et à la fois aider les autres qui avaient besoin peut-être d'un petit plus que n'apporte pas forcément la médecine conventionnelle, même si celle-ci reste absolument indispensable. Je suis vraiment, vraiment convaincue, et vaut mieux que je le sois d'ailleurs, que la médecine énergétique apporte ce petit plus qui fait qu'au-delà de la guérison du corps, on obtient une guérison de l'esprit et un bien-être qui est presque palpable. La vie est bien plus que ce qu'on imagine finalement. Tout à fait. Et finalement, de choisir ce métier, à la fois, ça m'a permis de découvrir beaucoup plus sur qui je suis. Et on en revient à la première question. Oui, parce que je me suis découvert une confiance en moi-même que je n'avais absolument plus. Et je dis pas que je n'avais pas, parce que quand j'étais toute petite, et c'est mon père qui adore le dire, j'étais tellement fière de moi et tellement sûre de moi que lorsque quelqu'un ne savait pas quelque chose que je savais, je disais « Mais quoi ? Tu le sais pas ? Mais si ! Mais si, c'est ça !» Et puis je lui exposais toute ma théorie. Donc, et ça, je l'ai perdu à cause de l'école. Parce que l'école a toujours été une grande souffrance. Et donc l'école m'a fait perdre cette confiance en moi que j'ai retrouvée en choisissant d'être moi-même et en choisissant ce métier. Et là, je me perds dans ce que je dis, je ne sais plus où j'en étais. On expliquait justement ton avancement dans le domaine et que finalement tu trouvais ta personne. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, exactement. Je me suis vraiment découverte dans mes facultés, dans la confiance que j'ai en moi-même, dans le plaisir que j'ai à échanger. Ouais. C'est pour ça que j'ai énormément de plaisir à être là aujourd'hui et à partager à la fois avec toi directement et à la fois avec toutes les personnes qui vont regarder indirectement. Parce que c'est riche de sens, c'est riche d'un vécu concret et qui peut à la fois permettre à des centaines, milliers de personnes de se reconnaître à travers ce discours. On se voile beaucoup la face sur beaucoup de choses et c'est pas mal de les mettre en lumière de temps en temps. Tout à fait, tout à fait. Et en même temps, de choisir d'être moi-même,
j'ai accepté d'être un petit peu cet enfant que je suis au quotidien. Et j'ai redécouvert cette vision spontanée et magique du monde. Je sors de chez moi, je vois un arbre et j'ai l'impression je vois quelque chose de magnifique. Je vois un être magnifique et je vois de la magie partout autour de moi. Et parfois, même très souvent, mon compagnon le dirait, mais très souvent au quotidien, même dans des lieux où forcément, on n'est pas forcément très extasié, quoi. Je m'extasie de tout. J'adore. Tu es passé finalement d'un monde que tu n'osais même pas regarder au départ, Ouais. à un monde qui est devenu totalement extraordinaire. Finalement, je le regardais, mais pas du bon œil, et je le regardais avec plein de jugements et plein d'appréhension. Et c'est comme des œillères, quoi. C'est comme si on m'avait caché à peu près cette partie-là de ma vision. Et forcément, à partir du moment où ta vision est réduite, tu peux pas avoir une vision objective des choses et tu peux pas te permettre de découvrir tout ce qui existe. Et je me le suis pas permise parce que ça m'appartient malgré tout, en fait. Toute cette vision négative et triste de la vie et du monde, parce que malgré tout, on est quand même dans un monde où il y a énormément de souffrance au-delà de la maladie. Et je pense qu'il est nécessaire dans ce monde-là de garder cette âme d'enfant et de garder cette vision de magie du quotidien, de tout ce qui nous entoure, des arbres, des plantes, de l'herbe, de l'air. Parce que tout ça, c'est magique. Notre corps est magique. Et même si celui-ci, parfois, met en avant des dysfonctionnements, met en lumière des parts de nous qui sont bloquées, qui sont en souffrance, c'est souvent une sorte de réalité qui sort. C'est une sorte de réalité magique. Parce que on a cet outil incroyable qui est notre corps pour mettre en lumière tout ça et pour nous permettre d'en prendre conscience. Reprends ton chemin. Exactement. C'est lui qui nous permet de marcher sur le chemin, donc c'est forcément lui qui met en lumière ces morceaux de pas ou ces chemins un petit peu annexes qu'on prend et qui nous font pas perdre du temps, mais qui nous gâchent notre temps, qui nous gâchent notre quotidien. Ouais, qui te rend aveugle finalement Oui. sur les réalités de ta vie à toi. Tout à fait, De qui es-tu? tout à fait. De qui es-tu? D'ailleurs, je pense que ça fera peut-être l'objet d'un prochain numéro sur tout ce qui est aspect finalement énergétique, etc. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas spécialement ce domaine-là. C'est vrai. Il est important d'essayer de pouvoir en parler. Sur cette vidéo-là, on va essayer d'éviter parce que le même de la vidéo, c'est quand même la fibromyalgie Bien et sûr. toute l'expérience que tu as pu vivre à travers ça. Tout à fait. Donc justement, à revenir à la fibromyalgie, au niveau de... Est-ce que tu pourrais donner des conseils? Vu l'expérience que tu as vécue, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui a ces pathologies pour mieux vivre? Alors je sais pas si ça peut être des conseils en médecine, ça peut être des conseils des modes de vie, des choses comme ça, mais voilà. Qu'est-ce que ça peut t'évoquer tout ça? Alors, tout d'abord, si je dois parler de l'alimentation, par exemple, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans mon alimentation, qui sont propres à moi-même, mais qui malgré tout semblent être concordantes avec bon nombre de personnes. J'ai commencé par essayer d'arrêter le gluten. Et je dis essayer parce que finalement, je consomme de nouveau du gluten, même si je pense que je vais de nouveau arrêter. Mais je pense que le gluten peut être une bonne piste à explorer, même si il faut faire très attention avec ce changement alimentaire. Je conseillerais de ne surtout pas stopper à 100% le gluten parce que il suffit que vous n'ayez pas réellement d'intolérance, mais juste un petit dysfonctionnement, un petit problème de digestion vis-à-vis du gluten. Si vous stoppez à 100% le gluten, vous pouvez vous créer une intolérance. Donc toujours garder une petite portion quotidienne ou par semaine de gluten pour que votre corps continue de pouvoir assimiler un minimum cette molécule, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais voilà, le gluten, ça a été une première étape. Ensuite, je suis passée au lait de vache. Depuis que je suis petite, je ne digère pas réellement trop bien le lait de vache. J'ai jamais vraiment aimé ça d'ailleurs. Et le fait d'arrêter le lait de vache, ça a déjà largement amoindri les douleurs
D'accord, intestinal. donc même l'aspect alimentaire finalement vient faire un impact assez important. Ah mais tout à fait. D'accord. Et je pense que même que l'alimentation est le premier médicament. D'accord. Surtout dans une pathologie comme la fibromyalgie, où il n'y a pas de médicaments et où finalement on ne peut pas la guérir, parce que c'est quand même quelque chose que je n'ai pas dit. La fibromyalgie, jusqu'à nouvel ordre, ne se guérit pas. Ouais. Donc c'est une pathologie duquel on s'accommode, on s'adapte. Et donc oui, l'alimentation fait partie vraiment d'une part prépondérante du changement et de l'amélioration de la condition physique. Ouais. C'est vraiment très important. Donc gluten, lait de vache, et j'ai fini par arrêter la viande, totalement, pour des raisons de digestion également, qui étaient très difficiles, qui me provoquaient beaucoup de douleurs, pour des raisons de conviction aussi, mais là, ce n'est pas le propos. Ouais. Voilà, j'ai décidé d'arrêter la viande et malgré tout, je me sens quand même beaucoup mieux depuis que je n'en consomme plus. Sinon, pour mes maux de tête, mes migraines, parce que j'ai eu d'énormes migraines pendant des années, j'ai à la fois eu l'aide de ma contraception, qui est une microprogestative, je crois. En fait, c'est une pilule que l'on prend en continu, qui est microdosée, et que l'on prend en continu sans arrêt. C'est un cycle permanent. Cycle permanent. Alors, pour certaines femmes, il va tout de même subsister certains cycles de temps en temps, parfois tous les mois, parfois pas du tout. Et en fait, cette prise d'hormones constante permet en général d'amoindrir, voire de faire disparaître les maux de tête et les migraines. Et donc ça fait aujourd'hui 3 ou 4 mois que je prends cette nouvelle contraception et je n'ai pas réu des migraines. C'est bien ça. Enfin quelque chose d'efficace. C'est génial. Alors bien sûr, ça éveille quand même en moi ces questionnements vis-à-vis de la prise d'hormones de synthèse. Mais malgré tout, c'est quand même pour moi une qualité de vie incroyable parce que j'avais jusqu'à 2 à 3 migraines par semaine parfois à certaines périodes et pour le travail, c'est pas possible. Pour la vie de tous les jours, c'est pas possible et on entre dans un cercle vicieux où on a peur de se lever le matin et on a peur d'avoir mal de tête et on a tellement peur d'avoir mal de tête qu'on se le provoque. Donc, nous sommes notre propre ennemi. Tout à fait, encore une fois. Donc oui, cette pilule-là a été super. Et pour les céphalées, qui subsistent quand même, donc les maux de tête qui interviennent en dehors des migraines, j'ai trouvé le guarana. Au niveau médical, je ne saurais conseiller les personnes, donc surtout qu'elles interrogent leur médecin, qu'elles s'informent bien sur ce qu'est le guarana. Il y a un gros pourcentage de caféine à l'intérieur. Et j'ai remarqué qu'en fait, cette caféine me permettait de limiter les maux de tête et du moins d'en avoir de moins en moins ou de l'amoindrir quand celui-ci est apparu. Donc je prends 2 gélules de guarana le matin avec mon petit déjeuner et j'ai remarqué que je n'avais plus ces coups de barre de début d'après-midi. Et en même temps, lorsque j'ai mal à la tête, ça me permet efficacement de soulager les maux de tête. Parce qu'avant, pour soulager ces maux de tête, j'utilisais du migralgine, qui était une association de paracétamol, codéine et caféine. Médicament assez prenant. Oui, c'était assez prenant effectivement. Celui-ci a été pas interdit, mais du moins n'est plus accessible en libre service, quoi. Donc je me suis dit que c'était une opportunité pour moi d'essayer quelque chose de plus naturel. Et finalement, en voyant que le seul plus que j'avais avec le migralgine, parce que je prends au quotidien quand même du Codoliprane, parce que la codéine soulage énormément mes douleurs. Ouais. Donc le petit plus que j'avais avec le migralgine, c'était la caféine. Donc pourquoi pas prendre une substance naturelle qui est composée quasi intégralement de caféine. Voilà, c'est toujours mieux. Et je suis toujours dans cette recherche aussi du plus naturel vis-à-vis du Codoliprane, donc du paracétamol codéiné. Parce que je ne peux m'en passer pour le moment, dans le sens où sans lui, je vis des douleurs atroces. Et je pense que c'est aussi grâce à lui que j'ai une certaine qualité de vie. Mais petit à petit, je recherche aussi des méthodes plus naturelles qui ne sont pas faciles à trouver parce que déjà des méthodes médicamenteuses, il y en a peu. Par les antidépresseurs qui sont, je trouve, injustement prescrits pour les fibromyalgiques. Il y a très peu de médicaments efficaces.
Et au point de vue médecin, par exemple, ou est-ce que, enfin, tu dis que donc c'est peu connu. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de médecins qui sont assez à l'écoute de cette pathologie, ou alors c'est un peu plus compliqué? Alors, je n'aurai pas d'avis objectif vis-à-vis de cette remarque parce que j'ai eu la chance de tomber sur des médecins compréhensifs. J'ai eu la chance et en même temps, je pense que je me suis aussi provoqué ces rencontres-là. J'ai eu cette chance de vraiment être suivie par des médecins très ouverts d'esprit. Surtout mon médecin traitant que je garde aujourd'hui même avec la distance puisque j'ai déménagé, qui est d'une écoute incroyable. Mais si je dois me fier à ce qui peut se dire, il faut toujours prendre des précautions, mais si je me fie à ce qui peut se dire assez généralement, la fibromyalgie est relativement peu reconnue, même si elle l'est quand même de plus en plus, je pense, je suis confiante là-dessus. Mais elle est peu reconnue, les médecins une partie des médecins ont du mal à visualiser cette pathologie comme étant une vraie pathologie. En général, on est souvent un petit peu... je m'identifie, même si je ne l'ai pas vécu, mais on est souvent qualifié de faux malades, de dépressifs. Malade imaginaire. De malades imaginaires, exactement. À savoir que même au niveau de la MDPH, qui est l'organisme qui octroie les cartes de handicap ou la possibilité d'aménagement vis-à-vis du handicap au travail. Donc cet organisme-là octroie des cartes de handicap aux fibromyalgiques seulement si on les qualifie de dépressifs. D'accord. Je pense que ça image très très bien la considération du monde médical et de la société sur cette pathologie. Voilà, c'est-à-dire qu'on m'a... Et c'est aussi pour ça que j'ai refusé de le faire. Parce que déjà, je sentais qu'au fond de moi, j'avais encore une qualité de vie assez suffisante pour pouvoir vivre normalement, confortablement, et laisser justement cette possibilité à ceux qui souffrent encore plus que moi, je pense, ou ceux qui en ressentent le besoin du moins. Et j'ai vraiment refusé de faire ce dossier parce que ça ne me correspondait pas de me définir comme étant dépressive, ce que je ne suis plus, ce que j'ai pu être, ce que je ne suis plus. Parce que voilà, je suis certes malade, mais je ne suis pas triste, je ne suis pas... Je n'ai pas ce mal-être émotionnel au quotidien. Et la dépression est une maladie à part entière, c'est-à-dire que je me qualifie comme ayant été dépressive, mais finalement, est-ce que je l'ai vraiment été? Parce que la dépression est une vraie maladie à part entière, une vraie maladie qu'il faut considérer avec ses tenants et aboutissants, avec ses propres symptômes et sa propre souffrance. Et je pense que c'est juste absolument cruel de démystifier cette maladie, parce que finalement, on fait aussi de la dépression une maladie poubelle, en qualifiant un peu tout le monde de dépressif à partir du moment où il dit qu'il a mal. Et à la fois, on manque aussi un petit peu de considération et de respect envers les fibromyalgiques qui espèrent juste une reconnaissance. Parce que le jour où on entend un médecin dire « Vous avez les 18 points douloureux », parce qu'on n'en a pas parlé non plus, mais il y a malgré tout un diagnostic. Ah d'accord, un diagnostic existe quand même. De points douloureux sur le corps. Je ne les connais pas par cœur, mais c'est des points douloureux sur tout le corps. Et à partir du moment où on en a 11 sur 18, je crois, on est qualifié de fibromyalgique. Et donc je crois que j'en avais 16 ou 17, donc... Okay. Ouh, pour une fois j'avais une bonne note. Donc oui, voilà, il y a quand même ce diagnostic-là. Et à partir du jour où il y a un médecin qui vous stimule ces points douloureux et vous dit « vous en avez tant, on vous qualifie de fibromyalgique, vous avez de grandes chances d'être fibromyalgique ». À la fois, c'est douloureux parce qu'il y a tout ce que comprend ce mot, c'est-à-dire souffrance à vie, mais à la fois, on a enfin la compréhension du monde qui nous entoure, de la société, du corps médical. On n'est plus dans le flou et on est considéré comme étant un malade à part entière. Même si il ne faut pas non plus tomber dans ce piège dans lequel j'ai failli quand même tomber, de se réduire, se catégoriser comme étant malade. On est fort là-dessus aussi. On est très très fort.
c'est vrai que j'en étais rendue à un point où je m'empêchais de faire des choses que je me disais oui, non, là je vais me faire mal, je suis malade, alors que finalement j'en étais tout à fait capable. Surpasser ses limites, toujours, c'est ça le plus important. Ouais, surpasser ses limites tout en restant dans le respect de son corps et de ses possibilités. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses où des événements, par exemple à mon âge, la règle veut qu'on soit très fêtard, qu'on sorte tard le soir, tout le week-end, qu'on parte en festival, en vacances un petit peu sans rien prévoir. Je peux pas faire ça. Ouais. Je peux pas parce que j'ai toujours besoin d'un certain confort, parce que mon corps a besoin de ce confort aussi. Ouais, puis c'est pas ta façon de vivre. C'est pas ma façon de vivre, c'est pas ce que j'aime non plus. Mais peut-être que j'aurais quand même un peu plus tenté ce genre d'expérience sans cette maladie. Même si je ne sais pas si ça m'aurait apporté grand-chose. La vie t'aurait peut-être expliqué autrement finalement. Exactement. Tu n'étais pas sur ton chemin. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'au final, de ce que j'en entends quand j'entends parler, c'est tu as essayé finalement de respecter les lignes que pouvait te donner la société. Tout à fait. Voilà. Et c'est finalement ton corps qui t'a fait raisonner les choses en disant c'est pas ton chemin, il vaut mieux aller par là. C'est clair. Et donc finalement, si on doit retranscrire cette histoire, on se rend compte qu'il y a un point qui était finalement négatif au départ, et finalement juste peut-être le point de départ, la vraie naissance. Et parce qu'aujourd'hui finalement tu as trouvé ton chemin, je dirais pas ce que tu as trouvé ta carrière. Oui. Je pense aussi, voilà, ouais. toutes les choses se construisent naturellement et facilement. Oui. Donc, c'est ça. Avec toujours son lot de difficultés, mais disons que le négatif ne devient plus négatif, il devient une expérience. Et en fait, il y a un principe que j'aime bien, c'est de se dire qu'il n'y a jamais de problème, mais seulement des expériences à vivre. Et d'être fier qu'un obstacle se présente à nous pour découvrir un petit peu comment on va réagir face à cet obstacle. Cet obstacle est peut-être pas là par hasard, justement. Et il n'est jamais là par hasard. Jamais, jamais. Pour moi, le hasard n'existe pas. Il n'existe absolument pas. Et la vie me l'a assez bien montré. C'est une construction de la société. Oui, tout à Sans fait. doute. Oui, je pense. Sans doute. Je pense. Et est-ce que tu penses que finalement la fibromyalgie a vraiment été un acteur dans toute cette transformation? Je pense que je l'aurais peut-être quand même entreprise, mais beaucoup moins rapidement. Parce qu'il faut quand même être honnête, chaque parcours est atypique, mais encore une fois, dans notre société, devenir thérapeute énergétique à 22 ans, enfin 21 ans même, c'est pas très répandu. Et je pense que je me serais encore une fois fiée au formatage et à ce que je me disais avant. Je savais qu'un jour je ferais ce métier, j'en étais persuadée, mais à la retraite. Ouais. Le bon formatage, le bon formatage, oui, je pense que malgré tout, elle a été actrice de cette décision. Elle a été, comment dire, ça a été vraiment le catalyseur, ce qui a accéléré toute cette mise en place et la décision de changer de vie. Et peut-être qu'en fait, sans la fibromyalgie, je serais restée dans mon mal-être durant des années et des années. Tu aurais parcouru une vie qui finalement ne te correspondait pas spécialement. Donc finalement, dans tout ce que tu peux nous reporter là, la fibromyalgie est quand même un passage qui a accéléré les choses et qui finalement t'a aidé à être plus toi et du moins plus rapidement. Oui, et à la fois, je pense que dans mon métier, c'est important de savoir ce qu'est la souffrance. Parce que j'aurais beau avoir toute la volonté de la terre. On apprend sur le tas. On apprend sur le tas, exactement. Et j'aurais pas eu toute cette souffrance en moi, j'aurais peut-être pas eu cette même compréhension vis-à-vis des personnes qui viennent me voir en demande d'aide et de soins. Cette même écoute. Oui. Ouais. Même avec la meilleure volonté de la terre, c'est difficile de vraiment comprendre. Et je pense que c'est ce qui fait le côté maladroit des réactions de l'entourage aussi. C'est que quand l'entourage ne subit pas la même chose, il aura beau avoir tout l'amour de la terre et toute la volonté du monde à vous comprendre, ben il ne le vit pas. Ouais. Il ne le vit pas dans ses cellules, il ne le vit pas dans son corps, non. Et donc ça serait finalement pas mal d'essayer de les sensibiliser peut-être aussi. Oui, c'est très important, c'est hyper important. Aussi qu'ils comprennent, que tout le monde comprenne
que ce qu'on demande en tant que personne qui souffre, c'est juste de l'écoute. C'est pas des conseils, parce qu'on ne peut pas recevoir de conseils de quelqu'un d'autre que de soi-même, et surtout pas quelqu'un d'autre qui ne vit pas ce qu'on vit. Forcément, il va y avoir un côté positif à recevoir des conseils de quelqu'un qui traverse la même maladie, mais là, mon discours n'aura peut-être pas la même justesse pour d'autres malades, parce que je sais qu'il y a des malades de fibromyalgie qui peuvent même pas bouger, même pas se mouvoir certains jours. Moi, ça ne m'est pas encore arrivé et je me sens chanceuse de ça. Mais il y a autant de formes de maladies qu'il y a d'humains, ou d'êtres vivants, tout simplement. Et je pense que c'est vraiment important de sensibiliser les proches, de sensibiliser l'environnement, la société, au fait que quelqu'un en souffrance n'est pas quelqu'un de différent, mais juste quelqu'un qui a une méthode d'expression qui est peut-être plus brutale que quelqu'un d'autre. Qui a finalement une expérience de vie qui est différente de quelqu'un d'autre. Tout à fait, tout à fait. C'est exactement le thème de pourquoi on est là aujourd'hui. Bien sûr. Ces expériences qui finalement peuvent apparaître chez eux. On va catégoriser finalement quelqu'un de malade, alors que finalement il vit une expérience. Et quelqu'un par exemple qui va être une rockstar, on va prendre voilà, Bien sûr. Ben, lui aussi vit une expérience qui des fois paraît peut-être même aussi, comment dire, avec un mal-être, autant avec un mal-être. Et en parlant de rockstar ou de personnes connues, il y a 2 personnes notamment qui sont très 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 connues et qui ont une fibromyalgie. Il y a Lady Gaga, qui est fibromyalgique. Il y a un petit reportage, je ne sais plus comment il s'appelle, mais sur Lady Gaga, où finalement on entrevoit certains moments de souffrance intense et de détresse en elle qu'on n'imagine pas lorsqu'on la voit sur scène. Et là, on mesure en fait le potentiel, la force de ces personnes malades qui arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes face au monde, mais qui malgré tout vivent leur souffrance, quoi. La souffrance est présente, mais ça ne les empêche pas de vivre. Voilà ce que j'allais dire, ils ne sont pas empêchés de vivre. C'est ça. Et il y a Morgan Freeman. L'acteur Morgan Freeman est fibromyalgique également. D'accord. Oui. C'est bon à savoir parce que c'est souvent des icônes finalement, et c'est des aspects qu'on va jamais publier, qu'on va jamais médiatiser. Très peu. Et alors que pourtant, c'est pour ça qu'ils sont des héros finalement. Oui, bien sûr. C'est pour ça que tout le monde est un héros. Et ce qui est génial, c'est... Alors je suis très positive quand je dis ça, c'est génial. Ce qui est génial, c'est que finalement, à travers ces personnes-là, on se rend compte que malgré la difficulté, tout est possible. Et peut-être qu'on devra fournir 2 fois plus d'efforts. Peut-être qu'on va être 2 fois plus fatigué. Mais à partir du moment où on respecte notre rythme, à partir du moment où on est en accord avec soi-même, eh bien, on a une vie non conventionnelle, mais on vit nos rêves, quoi. C'est l'important. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec Merci d'être d'accord. non, c'est beau d'entendre des paroles comme ça parce que c'est pas souvent les discours qu'on peut avoir, que ce soit de personnes autres ou même de personnes qui ont vécu une grande maladie. Il y a des personnes qui s'en relèvent pas des fois. Oui. Et c'est vrai que c'est important de voir que les gens peuvent se relever de tout ça et tenir des propos comme tu peux tenir aujourd'hui. Tout à fait. Et comme quoi la vie est magique. Et malgré tout, un point hyper important et que je ne veux surtout pas négliger, c'est que les moments de faiblesse sont de vrais moments de faiblesse, sont de vrais moments de douleur, de vrais moments de souffrance où on a envie d'hurler de douleur. Et ça ne fait pas de nous des personnes faibles qui ne savent pas appréhender la maladie, qui ne savent pas s'en accommoder. C'est-à-dire que chaque chose, chaque événement, chaque expérience a lieu d'être. Et donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui je vous parle positivement en disant que la vie peut être belle, qu'on peut se relever, qu'on peut avoir de la force, etc., que les moments de souffrance pleine n'ont pas leur place. Ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas un côté sans l'autre, il n'y a pas la lumière sans l'ombre, il n'y a pas... Tout à fait. Voilà, c'est quelque chose qui va t'aider finalement à apprécier les bons moments. Tout à fait. Et même, je dirais, on catégorise encore en disant ça les bons moments, parce que finalement... Oui, parce qu'il n'y a pas de bon ni de mauvais. Voilà, il n'y a que des perceptions agréables ou désagréables. C'est ça, exactement. Je savais pas comment le dire et je pense qu'on va pouvoir clôturer sur ces belles paroles.